Que vois-tu quand tu regardes? Beauté, drame, des gentils et des méchants, de l'abondance ou du manque? As-tu l'impression de ne pas voir la même chose que les autres? Bienvenue dans La richesse des différences, le podcast où l'on démystifie les subtilités de la vie et on s'ouvre à une réalité plus vaste. On choisit de comprendre au lieu de juger en explorant différentes façons de penser et d'être. Chaque épisode est une invitation à revoir et créer ta propre vérité. Quand tu regardes autour de toi, comment te sens-tu? Éprouves-tu de la peur, du découragement, de l'impuissance? Aimerais-tu voir bonheur, espoir et confiance? Aujourd'hui, en comprenant la différence entre regarder et recevoir, tu vas pouvoir enfin reprendre le contrôle de tes yeux. Pourquoi j'ai décidé de parler de ça? Parce que c'est fascinant comment la vie s'expérimente. On dirait souvent qu'on est comme dans un film, qu'on joue un rôle qu'on n'a pas nécessairement choisi, que les personnages, il y en a certains qu'on préférerait qu'ils soient pas là, d'autres qu'on dirait, il me semble qu'il manque ça. Donc, on expérimente la vie comme si avait été projeté dans une espèce de film et que on se ramasse coincé. On a l'impression de ne pas pouvoir sortir de ce film-là, même si on est un comédien, puis qu'on se dit, ben tout le monde aime la comédie, mais si on est pogné dans un film dramatique, violent, colérique, triste, ben c'est sûr qu'on se sent pas à sa place. Alors, ce que je veux t'amener aujourd'hui par cette subtilité-là qu'il y a entre ces trois postures-là, de voir, de concevoir, de regarder, va t'aider à pouvoir t'intercepter, donc oui, parce que les yeux nous proposent plein d'affaires. Tu sais, ça t'est sûrement déjà arrivé d'interpréter un regard. Malheureusement, on les valide pas, ces regards-là. Puis moi, personnellement, je l'ai fait, puis je me suis combien fait du mal à interpréter des regards. Donc, autant qu'on juge, autant qu'on se sent jugé. Et bien sûr, on arrive d'une société où est-ce que depuis des siècles, l'apparence est de prime abord. Pourquoi? Parce que inconsciemment, c'est ça qui est le pire, c'est que inconsciemment, on a on a déduit, compris, constaté ou peu importe, spontanément, on s'est mis à utiliser ce que les autres voyaient de nous parce qu'on voulait être vu d'une certaine façon et on a compris que une première impression, on n'en a jamais 15 et que plus on va avoir une image qui correspond à ce qu'on croit devoir projeter comme image, plus on va aller comme se faire accraire qu'on est correct. Puis, euh, moi, je suis devenue enseignante d'authenticité. C'est vraiment drôle parce que je savais pas que je m'en irais là, mais là, je m'en vais là, puis je trouve ça drôle. Je suis devenue enseignante d'authenticité parce que j'ai été une prodigieuse hypocrite une grosse, grosse, grosse partie de ma vie, là, pendant 42 ans. Ben, je dis 42, j'avais 42 ans, là, mais tu sais, j'ai commencé à être hypocrite peut-être à l'âge de 3, 5 ans, je sais pas. Puis, cette, ce jeu-là, parce que dans le fond, c'est un jeu de jouer avec les yeux des autres en projetant des images. Et moi, l'image que je projetais, c'était d'être heureuse. Et je l'étais pas du tout. Full pas, comme on dit au Québec. J'étais vraiment pas heureuse. J'étais en détresse et je projetais tellement une image d'une fille dynamique, heureuse, joie et tout ça. Puis, tu sais, ça a été, au début, ça l'a exigé beaucoup de moi, ça a été de l'entraînement, mais à la fin, là, quand mon corps a lâché, là, j'étais tellement rendue une professionnelle de l'hypocrisie que je pense que même moi, je m'étais crue, là.
Donc, cet entraînement-là, où est-ce que on devient capable de projeter plein d'images. Parallèlement, j'avais un parcours où est-ce que, ben, veux pas, si tu t'attardes à projeter une image, ben, c'est parce que tu es capable d'en voir des images. Et avec les années, je me suis rendu compte que on, ce qu'on voit et ce qui est, c'est deux choses. Ce qu'on voit et ce qu'on interprète, c'est deux choses. Et qu'on peut mettre dans notre regard des ingrédients très intéressants. Et pourquoi je dis très intéressant? Parce que c'est des ingrédients puissants qu'on peut mettre dans un regard. Et ce regard-là, il joue un rôle important euh, dans la vie de ceux qui reçoivent nos regards. Je vais t'expliquer un petit peu pourquoi que je dis ça. Si tu as écouté l'épisode sur victime, bourreau, sauveur, ça va te sonner des cloches, là, tu vas dire, me semble que ouais, j'ai déjà entendu ça quelque part. Euh, Parce que lorsque tu es en détresse et que tu ne te vois pas, ben, t'expérimentes la souffrance et c'est à peu près la seule chose que tu es capable de voir autour de toi. Du moins, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je voyais beaucoup de détresse autour de moi, je voyais des gens malheureux et je me suis rendu compte avec le temps que ces gens malheureux-là ne l'étaient pas vraiment, c'était moi qui les concevais comme malheureux. Donc, euh, ça a été un piège avec lequel j'ai fait du mal avec ce que je mettais comme ingrédient dans mon regard. Et ça m'a amené à me repositionner et c'est pour ça que dans mon deuxième livre, je parle du pouvoir du regard parce que on a le choix de mettre de la peur dans notre regard qui va créer de l'insécurité ou on a le choix de mettre de la confiance, de l'espoir et ça va générer de la confiance. Donc, ces ingrédients-là, ils fonctionnent dans les deux sens. Ils peuvent souiller notre réalité, l'embrouiller, la détruire, la rendre inconfortable, pénible, épeurante, insécurisante, mais elle peut, si la personne qu'on côtoie, comme ton enfant, ta mère ou peu importe, des gens qui croient en toi puis qui s'inspirent de toi, vont comme côtoyer ta réalité comme à travers ton regard. Puis c'est là que ça peut venir dangereux si tu fais pas attention à ce que tu mets dans ton regard. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cet épisode-là pour amener euh, les subtilités au niveau des trois aspects de l'usage des yeux, si on peut dire comme ça. Parce que à la base, je les ai mis en ordre pour que ce soit moins mêlant, parce que à la base, voir, c'est capter par les yeux. Donc, tu vois, tu choisis pas nécessairement tu sais, tu vois. Tu sais pas ce que tu regardes plein de choses à la fois, c'est pas important pour toi qu'est-ce que tu regardes. Donc, voir, c'est capter au sens propre du terme. Ça veut dire que quand tu fais ça, il y a plein de choses que tu serais pas capable de nommer, que tu as vues, mais c'est là. Donc, c'est capter. OK? Regarder, ben là, c'est là que tu vas comme mettre des lunettes, un focus, une jumelle ou peu importe. Donc, regarder, c'est quand tu orientes ton focus que ça va faire une différence parce que justement, là, tu vas savoir qu'est-ce que tu as observé au sens propre du terme. Donc, j'appelle ça orienter le focus. Donc, voir, c'est capter. euh, et regarder, c'est orienter le focus. Donc, choisir ce qu'on veut voir. Et là où le bordel s'installe, là où la confusion est possible, là où les dommages sont possibles, mais qu'aussi une émancipation peut prendre place si on intercepte la chose, ben c'est le troisième palier, c'est concevoir et je définis concevoir comme interpréter slash créer. Donc, c'est ça que je veux t'amener à comprendre aujourd'hui. Pourquoi que je veux t'amener à comprendre ça? Parce que soit si tu vis ta vie à travers le regard des autres, ça peut faire beaucoup de dommages à toi. Et si tu n'es pas conscient de ce que tu mets dans ton regard, tu peux faire des dommages aux autres. Et là, moi, ce que je veux, c'est prévenir les dommages dans les deux sens, mais ce que tu vas découvrir, c'est que à défaut
de générer des dommages, on peut générer du plus, du bien, du wow. OK? Fait que c'est pour ça que je fais ça. Maintenant, quand je parlais tantôt, je rentre dans la portion un plus anecdote de l'épisode. Euh, Personnellement, quand je parlais tantôt qu'on se sent comme un acteur dans un film qu'il n'a pas choisi, j'étais vraiment dans un mauvais film, un film vraiment poche. Une série, une trilogie, peu importe, j'étais vraiment dans une série vraiment poche, hautement dramatique et souffrante. Et j'aspirais à être un clown. Donc, c'est sûr que, un, j'étais pas à ma place, et deux, j'ai trouvé ça vraiment pénible, qui a fait. Puis là, je vais vraiment prendre le temps d'accueillir ce qui se place là. Comment j'ai pu arriver en tant que clown dans un monde dramatique, triste et souffrant, à survivre. La musique m'a beaucoup aidée. J'ai eu la chance d'avoir un beau-père quand j'étais petite qui faisait de la disco mobile et c'était vraiment cool parce que j'avais la musique. Et il y avait toutes sortes de musique. Là, on parle de Funky Town à André Gagnon, en passant par Joe Dassin. Tu sais, il y avait vraiment n'importe quoi. Fait que j'ai été initiée à la musique très jeune. Puis je pense que c'est ce qui m'a aidée en tant que clown à à goûter un petit peu de joie-joie dans mon quotidien parce que, tu sais, il y avait que du drame. Tu sais, c'est un milieu, mes parents sont séparés très jeunes, ma sœur a pas accepté, tu sais, il y avait beaucoup il y avait de la querelle, du désespoir. Ma mère était suicidaire, fait que, tu sais, c'était comme, euh, puis, tu sais, il y avait des querelles d'argent, il y avait des querelles de temps, regarde, il y avait plein de querelles, il y avait des conflits, il y avait de la détresse, du jugement. Et il y avait beaucoup de c'est drôle que je dise ça, mais on était tous tellement différents des uns des autres que ça pouvait pas faire autrement que le clash des rencontres de tous ces mondes-là. Parce que mon beau-père avait quand même 9 ans de plus jeune que ma mère. Fait que, tu sais, ça générait un espèce. Il y avait la même différence entre lui puis ma mère que lui puis ma sœur. Puis moi, j'étais juste 2 ans et demi plus jeune. Fait que, tu sais, on avait comme un grand frère qui était le chum à notre mère. En tout cas, c'était vraiment particulier comme milieu. Euh, fait que, tu sais, autant lui dans sa posture de presque adolescent versus ma mère qui avait 2 enfants dans les bras, un divorce à son actif, une maison, tu sais, elle avait comme beaucoup plus de vécu. Fait que déjà, il y avait un clash entre eux. Il y avait un clash entre moi puis ma sœur qu'on était très, 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 très différentes. Ma sœur, tu sais, moi, j'étais dans les émotions, là. Moi, j'étais comme une espèce de diable de Tasmanie émotionnelle. J'avais aucun bon sens. Euh, Parce que je riais à pu finir, je pleurais énormément aussi, j'étais excessive dans toutes mes émotions, alors que ma sœur était très cartésienne, rationnelle, puis tu sais, elle voulait essayer de gérer cette espèce de zoo-là dans lequel on vivait, puis c'était pas possible. C'était rien que pas possible. Donc, c'est sûr que d'arriver à jongler dans tout ça, fait que, tu sais, dans le fond, je dis que c'était un film de drame puis de souffrance, mais finalement, ça se définit même pas. C'était un zoo. C'était vraiment particulier comme milieu familial. Fait que quand t'arrives puis t'aspires à avoir le rôle de joie-joie dans un milieu comme ça, ben, un, tu te sens inutile, tu te sens pas bonne parce que euh, les gens ne regardent pas. Tu sais, quand tu es en détresse, quand même que tu verras un clown passer, le clown, il te fera pas rire, là. Tu es dans une fréquence de mal-être, puis le clown, il fait pas rire dans ce temps-là. Fait que j'avais comme déduit, je me sentais comme euh, impuissante, inutile, pas à ma place, bien sûr. Puis ça, c'est très courant, que ce soit sous cette forme-là ou d'autres, on expérimente notre vie par notre différence. Fait que
par définition, on se sent jamais à notre place à un moment donné ou l'autre de notre vie et on a à faire le choix éventuellement de se concevoir comme à notre place parce qu'on choisit d'y être et non pas parce qu'on reçoit une approbation ou une acceptation, là, parce que si on attend l'approbation, on va l'attendre toute notre vie. Fait que c'est un choix qu'il faut qu'on fasse un jour de se dire, ben, je suis à ma place parce que je suis, parce que je peux pas faire de moi autre chose que je suis, là. Puis ça, quand je dis ça, je le dis vraiment, j'ai tellement travaillé fort. Quand je disais que j'étais une prodigieuse hypocrite, là, je travaillais vraiment fort pour me cacher quand j'étais pas le clown, quand j'étais pas joie-joie, là. Mes trois premières dépressions, euh, je les ai vécues dans l'isolement total. Donc, personne, sauf une personne, je pense que c'est à ma deuxième dépression. Ma deuxième dépression, mon coloc s'est rendu compte que j'étais en dépression. Mais à part ça, c'était vraiment, je m'isolais tellement que personne pouvait poser un regard sur moi. Puis je le dis là, puis je suis comme, oh my God! Ça veut dire que j'étais la seule à me concevoir comme en détresse. Donc, j'étais la grande créatrice de ce que je faisais de moi, parce que c'est vrai, je me cachais. Fait qu'il y a personne qui pouvait me dire que j'allais bien alors que j'étais convaincue d'aller très mal. Personne ne pouvait me proposer d'autre chose que, euh, que le merdier dans lequel je vivais. Fait que c'est vraiment, c'est vraiment euh, l'espace qui a nécessité un repositionnement et qui a amené les plus grandes prises de conscience dans mon processus du pouvoir du regard, parce que euh, j'ai comme j'ai réalisé, puis c'est pour ça que moi, Dieu, je l'écris D''YEUX, parce que toute réalité repose dans le regard de celui qui observe. Et c'est ce que j'enseigne dans mon école, c'est ce que j'enseigne en accompagnement, c'est ce que j'enseigne par le regard que je pose sur les gens. Euh, et j'ai compris ça parce que pendant que je traversais la maladie mentale, j'avais comme un filtre. Tu sais, quand tu veux prendre des photos, là, puis que tu veux que ce soit plus chaud, ben, tu vas mettre un filtre rouge. Si tu veux que ce soit plus froid, tu vas mettre un filtre, whatever, les couleurs. Puis, moi, j'avais un filtre dramatique. Donc, quand je regardais les gens, je les voyais souffrants. Quand je regardais ma vie, je voyais ça comme épouvantable. Quand je me regardais moi, je me considérais comme je me regardais même pas. J'essaie de me souvenir, mais je me regardais même pas. Fait que je regardais juste les gens malheureux et ma vie qui était un drame du fait que tous les acteurs étaient malheureux. Fait que ça a été... fait que quand j'ai compris par le biais de mon cheminement par rapport à l'agression sexuelle, quand j'ai compris que juste d'enlever le filtre, euh, juste de douter. J'en ai parlé dans plein d'épisodes, là. Le doute, c'est l'espace par excellence euh, de, de, de- pour sortir de l'impasse dans laquelle on se trouve. Ben, je me suis rendu compte, quand je suis sortie du monde que j'avais créé, j'ai réalisé que quand on est dedans, là, quand on s'est créé un enfer, quel qu'il soit, quand on s'est créé une histoire, parce que tu sais, ça peut être au niveau de l'échelle de temps de la vie, mais ça peut être au niveau de l'échelle de temps d'une expérience qui s'étire dans le temps parce qu'on le regarde d'une façon spécifique. Donc, j'ai réalisé euh, que quand on est dedans, quand on a vu, quand on a vu, regardé et conçu, OK? Quand les trois steps de création en tant que tel, quand les trois steps de création sont faits, puis qu'on a fait check, puis qu'on a approuvé comme cette proposition de réalité-là comme la vérité, c'est comme si on n'est plus capable de concevoir qu'il y a d'autres choses qui existent.
C'est ça qui me fascine le plus. À chaque fois que je sors de différents mondes inconscients dans lesquels je me trouvais, j'étais comme, comment j'ai pu pas voir à quel point j'étais dans le champ, à quel point c'était confus, à quel point c'était, on peut pas voir ce qu'on est, ce qu'on vit ou ce qu'on fait de nous quand on est dedans. C'est quand on sort qu'on le voit. Et c'est pour ça que, par le biais de mon école, j'amène les gens à se voir. C'est pour ça que je suis devenue enseignante de lucidité. Parce que je me suis rendu compte que c'est pas savoir qui va nous aider à impacter notre vie, changer notre vie. C'est quand on va arriver à se voir pour recevoir, pour se voir à nouveau, pour être capable de se concevoir différemment. Fait que c'est pour ça que j'enseigne la lucidité puis que j'ai amené un processus sur quasiment un an là, pour arriver à vraiment se voir dans ce qu'on est, comprendre comment on est devenu ce qu'on est pour être capable de faire de nous autre chose. Et faire de nous autre chose, ça veut dire se regarder différemment, ça veut dire regarder les autres différemment, ça veut dire regarder les relations différemment et semer suffisamment de doute dans tout ça pour qu'il y ait de la place à de la nouveauté, qu'il y ait de la place à vivre quelque chose de différent, à voir quelque chose de différent. Donc, c'est vraiment, tu sais, des fois, on voit ça sur Facebook, là, une image, là, tu vois une image, là, puis là, ça dit combien de telle affaire vous voyez dedans, ou je sais pas moi, des images d'histoires de paradigme et tout ça, que tu sais, on regarde, on voit quelque chose, puis là, après ça, quelqu'un nous dit, ben, t'as-tu vu qu'il y avait ça? Puis là, après ça, on n'est plus capable de voir d'autre chose que la deuxième affaire. Ben, la vie, c'est comme ça aussi. On, on, on a comme, étant donné qu'on n'a pas appris à mettre de la conscience slash présence dans notre regard, on est comme devenu on est comme devenu euh, esclave de la première impression. On va dire ça comme ça. C'est comme si on approuve toujours sans se poser la question, sans remettre en question, sans douter de ce qu'on voit. Donc, on voit quelque chose, puis pouc! Les hamsters ils sont fous comme de la merde. Il y a une nouvelle image à bitcher, à juger, à interpréter. Donc, les hamsters partent en fou avec une première captation. Et là où la différence entre voir, regarder, concevoir s'installe, c'est dans ta capacité à intercepter tes hamsters avant qu'ils pognent l'image. Parce que et ça, c'est possible, OK? Ça nécessite de l'entraînement, je te l'accorde. Mais c'est possible d'intercepter l'image parce que le système nerveux, dans le fond, là, le système nerveux, il capte par les sens, donc les yeux, les oreilles, et le corps, donc le ressenti émotionnel, vibratoire et tout ça. Et donc, avant que ça arrive au cerveau, c'est le corps qui capte. Et là, ça active le système nerveux, puis là, pouf, la tête s'active, et là, les hamsters se réveillent. Donc, si tu arrives à t'intercepter au moment de la captation, ou si tu arrives à dire au premier hamster qui dit c'est ça, là, qui dit et que le premier jugement s'installe, si tu arrives à l'intercepter et dire wow, 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 là, on se calme. Et si on faisait quelque chose qui nous fait du bien de ça? Parce que c'est sûr que quand on rentre dans le jugement, ben le jugement, c'est l'espace beaucoup de comparaison parce qu'on cherche à distribuer les rôles. Donc, le jugement va amener la distribution des rôles et ben c'est rare qu'on est le héros de nos situations. Fait que si on peut s'entraîner déjà à ne pas accepter le rôle de la victime, ne pas accepter le rôle du bourreau et s'éviter de prendre la responsabilité de tout, donc la posture du sauveur, si on est capable d'intercepter les propositions de nos hamsters, ben c'est là que ça devient intéressant et c'est là que
c'est là que concevoir prend toute la place au lieu que ce soit voir qui prend toute la place. OK? Donc, voir présentement, c'est ce qui prend toute la place parce qu'on se pose pas la question puis on regarde pas par choix nécessairement. Donc, là, voir prend toute la place, puis là, pouf, 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 il y a des choix, tu sais, on fait 35 000 choix par jour, là, spontanément. Fait que, et ça inclut des choix de croire en des réalités, des propositions, des rôles, des définitions de situation et tout ça. Donc, si on veut arriver à que le voir prenne plus toute la place, que regarder rapetisse le voir pour dire, ben moi j'ai envie, moi je mets mon filtre plaisir aujourd'hui, moi je fais mon filtre fun aujourd'hui, moi je mets mon filtre je suis accepté tel que je suis, je mets ce filtre-là aujourd'hui. Donc on peut mettre plein de filtres. Donc, les filtres, c'est vraiment regarder. Donc, on choisit sur quoi on va mettre notre focus pour la journée, pour la semaine, pour notre vie. On peut le faire à vie, ça, OK? Moi, c'est ce que je m'entraîne, c'est à le faire à vie, OK? Ça veut pas dire de mettre des licornes dans son filtre nécessairement, parce que moi, j'aime voir la profondeur des choses. Donc, j'ai pas un filtre rose. Demander à n'importe qui me connaît, c'est sûr qu'il est pas rose, mon filtre. Par contre, il y a beaucoup de bonheur, de joie, de simplicité, de permissivité. Moi, je dirais, là, mon filtre à moi, qui fait que je suis confortable dans la vie, puis que j'ai appris à côtoyer des gens qui avant auraient pu m'énerver, m'agresser ou peu importe. Donc, mon filtre à moi, c'est permissivité. Donc, pourquoi j'ai mis ce filtre-là? C'est parce que je me suis rendu compte que les guerres d'ego, les confrontations de réalité, les chicanes, les conflits, les différences inconfortables, le jugement, étaient juste parce qu'il manquait de permissivité. Ça veut dire quoi? Ben, j'ai le droit d'être ce que je suis, tu as le droit d'être ce que tu es. Et dans cet espace-là, il n'y a plus rien qui agresse. C'est comme, je te parle pas pour te convaincre d'être comme moi ou d'aimer les choses, mêmes choses que moi, blablabla, et vice-versa. Donc, on n'est plus en confrontation, on est comme, ah, check ça, tu sais, ça a déjà arrivé, tu vois quelque chose de beau, puis tu dis à quelqu'un, hey, check ça. Mais t'as pas besoin de te débattre pour dire c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Non, tu partages, puis l'autre en fait ce qu'il veut. Ben, c'est un petit peu comme ça aussi dans la vie, dans les rôles, dans les situations, dans nos interprétations, dans nos conceptions. Euh, on peut amener ce que nous, on voit, mais on n'est pas obligé d'imposer ce qu'on voit comme étant la seule chose que tout le monde devrait voir. Donc, je te dirais, qu'est-ce qui fait que je suis devenue confortable avec le temps? C'est parce que j'ai mis un filtre de permissivité où est-ce que, ben oui, ah ouais. Et là, de temps en temps, je dis, OK, ah, là, je vois de quoi que, non seulement c'est différent de moi, mais j'avais jamais vu les choses de cette façon-là. Hein, puis là, je vais aller comme regarder en profondeur puis voir tout ce que ça contient, cette avenue-là perceptuelle, là, donc cette perception-là, cette proposition-là, tout ce qu'il peut y avoir de caché derrière. Et c'est vraiment drôle parce que justement, en fin de semaine passée, j'avais une conversation avec une amie, puis elle me parlait de quelqu'un qu'elle côtoie là, un ami, peu importe. Et moi, cette personne-là, je suis rien que pas capable. Puis, tu sais, c'est pas une personne que j'ai côtoyée, tu sais, c'est dans des milieux sociaux qu'on se croisait, pas plus que ça, tu sais. Mais tu sais, elle l'a côtoyée en tant qu'amie. Fait que, tu sais, c'est sûr que nos filtres, là, sont pas les mêmes, là, c'est certain. Puis, tu sais, cette amie-là, je l'aime beaucoup, là. Puis on a beaucoup d'affinités. Puis là, j'étais là, comment elle peut avoir des affinités avec quelqu'un qui, moi, m'agresse alors que nous, tu sais, nous, ça fit. Fait que j'étais tellement comme dépassée par cette distorsion-là, cette grande différence-là entre, j'ai dit, c'est sûr qu'on le conçoit pas de la même façon ou qu'on le perçoit pas de la même façon ou qu'il est carrément pas pareil quand il est avec elle ou quand que moi je le croise. Fait que là, j'étais comme et là, ça m'intriguait, ça, tu sais, ça me titillait. Comment que ça se peut? Fait que j'ai comme fait
me parler de son ami pour que je puisse ouvrir, pour que ça arrête de m'agresser parce que j'étais tellement pas capable de cette personne-là. Fait que là, j'étais comme, darn, tu sais, comment, et c'est ça, tu sais, en découvrant, au lieu de me, me soumettre à la proposition visuelle de ses comportements, c'est dire ses positions physiques, ben, j'ai choisi de regarder par le regard de mon ami pour aller installer mon filtre permissivité parce que j'avais pas d'outils avant pour ouvrir ma permissivité. Fait que là, j'ai ouvert ma permissivité et là, j'ai compris ce qui m'agressait chez cette personne-là. Fait que c'est ça qui rend les choses beaucoup plus confortables. Après, je sais que si je recroise cette personne-là, n'importe où, n'importe quand, j'aurai pas la même posture. Puis c'est sûr qu'il m'agressera plus autant parce que maintenant, je vois l'ampleur du phénomène. Fait que c'est le fun de ne pas euh, de prendre le soin de regarder quand le voir nous propose Urk. OK? Donc, c'est vraiment le voir, là, il est tellement spontané, il est tellement le voir, là, le voir, il est comme il s'en fout. Il est pas sélectif. Donc, mais tu sais, c'est comme c'est le jugeur par excellence parce que il va aller spontanément. Donc, nos hamsters sont très, très, très spontanés. C'est comme, ah, tu sais, comme moi, Rose, Urk. Tu sais, c'est Rose, Urk. Fait que, mais, ah, ben finalement, agencé de même avec ces éclairages-là, puis là, voir, ben le rose, il est sur quoi? Il joue quel rôle? Tu sais, là, ça va comme faire que le rose va devenir moins pénible. Et c'est vraiment drôle, quand je parle de rose, il y a une image qui vient de monter. J'étais allée à une activité de réseautage, puis moi, comme tu peux voir, mes couleurs, c'est pas mal noir, rouge, de temps en temps, un petit peu de blanc, un petit peu de gris, un petit peu de bleu marin, mais ma couleur, c'est pas mal noir, tu sais. Puis j'étais allée à une activité de réseautage, puis là, ben tout le monde avait on s'habillait comme on voulait. Sauf que l'organisatrice, elle nous avait mis des rubans pour identifier les exposants puis ceux qui se présentaient. Et le fichu ruban était rose. Mais tu sais, rose nanane, là, rose bonbon, là. C'est pas fuchsia, là, tu sais, rose bébé lala, là, tu sais. Et là, j'étais allée à la salle de bain. Et quand je suis sortie de tu sais, c'était toutes des toilettes avec des portes. Et là, je rouvre la porte pour sortir de ma toilette et je me vois avec un rose. Mais j'ai vu quasiment rien que le rose, presque seulement le rose. Je me voyais même plus, j'ai juste vu. Puis tu sais, c'est pas large, là, ça a même pas un pouce de large, un name tag, là. Mais le rose m'a tellement fessé parce que il, il est jamais là. Il est jamais dans mon miroir, le rose. Tu me verras pas avec du rose. C'est pas possible. Fait que c'est sûr que mes yeux, donc mon voir, il a fait Urk et il voyait juste le Urk. J'ai carrément disparu de l'image, là. Je voyais juste le ruban rose parce que mes yeux, ils ont fait comme Urk. Et c'est vraiment drôle parce que c'est vrai que c'est ça qui s'est produit. C'est comme si je me voyais plus. J'ai comme fait j'ai fait un saut. J'ai jamais vu du rose dans le miroir, ben du moins pas depuis que je suis plus enfant, là. Mais j'ai jamais vu du rose dans mon miroir depuis peut-être 40 ans, là. Fait que j'ai fait vraiment un saut en me voyant dans le miroir. Fait que quand je te dis que le voir, il starte au quart de tour, là. Il est vraiment rapide à réagir. Euh, Parce que, et là, je rouvre une petite parenthèse, là, parce que notre subconscient est en quête de sécurité et s'il y a quelque chose qu'il voit jamais, il va le voir en premier. S'il y a quelque chose qui va nous agresser, comme à l'époque où est-ce que je me suis fait agresser, pendant le 25 ans qui a suivi, ben c'est sûr que dès que je voyais quelqu'un qui avait le même regard, les mêmes yeux, les mêmes traits physiques, la même coupe de cheveux, que ce soit dans un film ou dans la rue, ben c'est sûr que c'était tous des méchants, là. C'était tous des méchants. Tous ceux qui ressemblaient à la personne qui m'avait agressé, c'était tous des méchants. Donc, tout de suite, ça me saisissait, là.
Puis c'est ça qui a fait que j'ai voulu m'en sortir à un moment donné, ben j'en pouvais plus, là. Aussitôt que je voyais quelqu'un qui y ressemblait, je me sentais petite et minable, inférieure. Fait qu'à un moment donné, ça devient un stress dans le corps parce que c'est tout le temps par surprise. Donc, mes yeux voyaient tous les espaces suspects, dangereux, comme quand j'ai vu du rose dans le miroir. Donc, c'était pas du danger, mais c'était du heurk. Et le danger était sous la forme d'une différence. Fait que c'est là que ça devient intéressant de s'intercepter. Donc, le miroir a fait heurk et ça m'a saisi. Et là, je me suis interceptée. Je suis pas en danger. Puis là, après ça, j'ai éclaté de rire. J'ai dit, mon Dieu Seigneur, j'ai réalisé que, tu sais, j'avais jamais vu du rose dans le miroir en me regardant. Fait que c'était vraiment drôle. Fait que c'est pour ça que je te dis, le voir, là, il prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de place parce que c'est lui qui donne la manger le plus vite aux hamsters. Puis là, les hamsters se bousculent à savoir c'est qui a raison. Puis là, l'activité mentale bouillonne. Parce que oui, il y a le cerveau reptilien, là, le premier qui lui est en quête de survie. Donc lui, il va tout le temps arriver avec des dangers, dangers, dangers. Donc qu'est-ce qu'il regarde? Les différences. Et c'est ce qui fait qu'il est si précis, si rapide à réagir. Et c'est pour ça que ça va faire Urk. Là, pour le rose, c'était un Urk esthétique. Mais quand je voyais des yeux ou quelqu'un qui ressemblait à mon agresseur, c'était un Urk de danger, danger. OK? Fait que c'est là que ça devient important de s'intercepter parce que, tu sais, tu sais, comme le géniteur de ma fille, euh, je connais son sosie, puis je le côtoie, il est dans le milieu du mieux-être, puis fait que, tu sais, j'étais comme, puis à toutes les fois que je le voyais, là, ça coinçait dans mon corps, là, je me sentais pas bien, là, puis j'étais comme, crème, c'est un bon garçon, puis il est fin, puis tu sais, j'étais comme, je travaillais fort pour me convaincre, mais mes yeux me harcelaient, que c'était le géniteur de ma fille, puis j'avais pas le droit de me sentir bien à côté de cette personne-là. Puis à un moment donné, je me suis retrouvée par des circonstances X à être en contact chez cette personne-là avec une de mes amies. Puis là, j'ai dit, je veux exorciser ça, là, ça, c'est pas possible, là. Tu savais tout qu'il faut ce que ça l'exige de moi d'arriver à te côtoyer sans avoir de réaction émotionnelle. J'ai dit, est-ce que tu me permets de, de faire un processus qui va me permettre d'être confortable à côté de toi? Puis là, ben, il dit, je sais pas ce que tu peux bien avoir à faire, mais il dit, ça peut te rendre service d'une quelconque façon. Puis là, tu sais, j'ai vraiment, je me suis installée devant lui et là, j'ai comme été chercher, là, bien sûr, ça remonte, là, je vais chercher pour te l'expliquer. Euh, donc, je suis allée en avant de lui et là, je suis rentrée dans l'émotion. Donc, qu'est-ce qui crispait, qui coinçait, tout ce qui faisait que je me sentais pas bien devant lui en étant convaincue que c'était le géniteur de ma fille. Et là, j'ai rentré dans l'émotion, donc j'ai vu qu'est-ce qui était là. Et là, j'ai relevé le regard, puis j'ai fait le choix de m'aimer dans cet espace qui était très honteux là. Parce que, dans le fond, je faut ouvrir la parenthèse pour que tu saches de quoi je parle, là. Euh, Quand je suis tombée enceinte de ma fille, ça faisait 3 semaines que j'étais plus avec le géniteur. Moi, j'avais 19 ans, lui en avait 27. Donc, on était à des années-lumière au niveau de où est-ce qu'on se situait dans nos vies. Et lorsque je lui ai dit que j'étais enceinte, euh, ben, lui voulait que je me fasse avorter parce qu'on n'était plus ensemble. Donc, pour lui, c'était la logique. Moi, c'était hors de question parce que c'était contre mes principes. Puis, je me sentais tellement proche de cet enfant-là. Euh, Tu sais, c'est comme si je l'avais désiré. C'est une œuvre divine, là. Puis, et, parce que je veux pas le faire de tort, mais personne ne le connaît de toute façon. OK. Dans le fond, il m'a dit que c'était irresponsable et très égoïste d'avoir un enfant alors que j'étais pas prête.
que j'étais complètement débile de garder cet enfant-là, puis que ça avait aucun bon sens. Et à l'époque, à 19 ans, même si j'avais un ego gros de même au niveau de ma confiance en moi, puis je me disais, je suis prête à affronter tout et j'ai tout ce qu'il faut pour avoir un enfant. J'ai su par après que j'étais dans le champ, là, mais n'empêche, c'était le premier choix que je faisais pour moi de choisir de garder cet enfant-là. Il y aura un épisode plus tard que je vais revenir là-dessus. Mais dans le fond, c'est que je me suis sentie terriblement honteuse, donc jugée. Et étant donné qu'il était beaucoup plus vieux que moi, ben ça m'a fait douter de moi. Donc, quand j'ai fait le processus avec mon ami, là, puis que j'ai comme rentré à l'intérieur de moi, ben j'ai vu que c'est un espace honteux qui me faisait me sentir pas bien. Je me sentais jugée et j'ai douté de moi. Donc, son regard sur moi euh, m'a fait me juger, me remettre en question, donc douter de moi. Et c'est là que se situait ma blessure. Donc, quand après ça, j'ai resté dans mon espace honteux, j'ai choisi de m'aimer dans mon doute euh, face à moi. Et là, j'ai été capable, là, j'ai relevé les yeux et là, j'y ai touché. Puis j'ai dit, c'était mon choix, ça m'appartient, c'était ton choix. Puis là, j'ai comme mis ma main sur moi, mis ma main sur lui. Et là, j'ai comme restitué, si on veut, les conceptions, les perceptions, puis que même si aujourd'hui je sais qu'il avait raison, mais que je referais le même choix aujourd'hui en sachant qu'il avait raison. Donc, d'avoir été capable de, de cesser de croire, donc de cesser de douter de moi, puis de croire que ça n'existe pas une bonne réponse, ça existe juste un choix. Et moi, j'avais fait le choix de garder cet enfant-là. Donc, de lui avoir permis de douter. Donc, il a fallu que je me pardonne de lui avoir permis de me faire douter de moi parce que c'était là que ça coinçait dans mon corps. Fait que quand j'ai tout restitué là, je suis capable de voir cet ami-là, puis il m'agresse plus autant. Fait que c'est vraiment donc il me voyait d'une façon, je le voyais d'une façon. Nous nous sommes regardés en tant que on est enceinte là, et on a conçu, il a conçu sa réalité, j'ai conçu la mienne, et on s'est proposé de changer d'idée, on s'est proposé des nouvelles réalités, des nouvelles routes de vie qui nous convenaient pas ni l'un ni l'autre. Lui, il avait un schéma de vie tout bien tracé, on travaille, on se marie, on a des enfants, puis là, je venais de foutre le bordel là-dedans. Donc, tu sais, il y avait comme... Et moi, j'avais jamais eu de plan de vie. Fait que pour moi, il y avait que des imprévus. Fait que pour moi, c'était juste un imprévu de plus. Et c'est là-dessus que j'avais bâti ma confiance. Je vais me sortir de n'importe quoi. Fait que, tu sais, on était deux personnes extrêmement différentes. Nos postures ont été différentes. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Ce qu'on a vu, ce qu'on a regardé et ce qu'on a conçu était à des années-lumière. Donc, ça pouvait pas donner d'autre chose que, ben, moi, je la garde, puis toi, je te l'impose pas. Ça a fini comme ça. Donc, c'est vraiment des belles subtilités, puis ça me fait du bien de te parler de ça parce que ça m'a fait revivre plein de petites choses à la fois drôles, à la fois inconfortables, mais qui me fait plaisir de te partager. Donc, je vais juste relire mes notes, savoir si j'ai rien oublié. Donc, voilà, que j'étais seule. Quand on s'égare, on pense que c'est un qui existe. Ah, puis c'est ça. Quand, euh, quand je disais tout à l'heure que quand on expérimente une réalité, on pense que c'est la seule qui existe, ce qui nous pousse à vouloir tellement survivre dans cette prétendument unique réalité, c'est qu'on pense que tout le monde vit la même chose. Ça, c'est comme un deuxième niveau euh, que quand je suis sortie de mon monde, puis que j'ai vu, ah ben finalement, ah lui a vécu ça, il l'a vécu. Donc, c'est vraiment de constater que quand on est dans un monde, non seulement on pense que c'est le seul qui existe, mais puisqu'on pense que c'est le seul qui existe, on pense que tout le monde expérimente la même affaire. Et c'est pour ça que la
comparaison qu'on s'inflige en posant le regard sur nous devient si impertinente, puis sans aucun bon sens, parce que on regarde l'autre en pensant qu'il est comme nous, puis on regarde l'autre en pensant qu'il a vécu les mêmes choses, puis qu'il est rendu à la même place, puis que il deal avec les mêmes choses que nous. Et c'est complètement faux, là. Fait qu'à partir de là, c'est beaucoup plus facile de mettre le filtre de la permissivité, puis d'être confortable, puis de s'intercepter dans nos propositions. Alors, je l'aime toujours autant, mon petit ding, ding, ding. Alors, ce que je veux t'amener aujourd'hui, donc, qu'est-ce qui fait la différence? Ce que j'ai compris, puis ce que j'enseigne, que je t'ai tout résumé ça en vraiment petit, là, c'est qu'il y a deux façons de concevoir la vie. Parce que quand j'enseigne la lucidité identitaire, relationnelle et quantique, c'est que il y a à la base, il y en a plein là, mais les deux grandes façons de se percevoir, OK? Donc, de se voir nous-mêmes. Il y a le regard vers l'extérieur, donc le regard vers les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se conçoit par ricochet. Donc, voir est un espace de comparaison. Donc, on voit les autres et on voit les relations. Donc, le voir est vraiment on regarde vers en avant, donc on regarde vers l'extérieur, on regarde les autres, et veut pas, c'est ce qui nous met dans la posture de comparaison, inévitablement, et c'est ce qui va faire qu'on va souvent sombrer dans le piège du trop et du pas assez. Donc, le voir est dirigé vers l'extérieur. Donc, on regarde les autres, puis on regarde les relations. Qu'est-ce qu'on peut regarder? Donc, regarder, on regarde ce qu'ils font, et on regarde ce qu'ils nous font. OK? Donc, on va finir par se voir parce qu'ils ont posé des gestes pour ou contre nous. Et c'est par là qu'on va arriver à se voir. Donc, les autres sont ça, ça, ça. Ils nous font ça, ça, ça. Et l'équation mentale qui amène à l'identité va faire qu'on va se définir à partir du regard externe. Donc, concevoir, alors c'est là qu'on va concevoir, non pas nous, mais on va concevoir notre monde et notre réalité parce que on se voit pas vraiment puisqu'on se voit par ricochet. Donc, étant donné qu'on se voit par ricochet, ben c'est sûr que c'est beaucoup plus large que d'arriver à se voir soi-même. La deuxième façon de regarder la vie, c'est de poser le regard sur soi. Donc, comment ça se passe? Le voir, c'est on voit notre corps, on voit les propositions à partir de comment on se voit, comment on se conçoit inconsciemment, si on veut, là. Mais quand je regarde mon corps, puis quand je regarde autrement dit, je me définis à partir de mon corps. Mettons, je suis maigre, je suis trop maigre. Je suis grosse, je suis trop grosse. Je suis grande, je suis trop grande. Donc, tous les qualificatifs, les quantitatifs vont s'installer pour vraiment te permettre d'exister dans ta réalité. Donc, le voir va être au niveau physique principalement. Regarder. Donc, on va regarder deux choses, nos capacités, donc notre capacité à faire et notre capacité à faire une différence chez les autres. Tu comprends-tu que au départ, dans la façon de regarder externe, on regarde ce que les autres nous font, on regarde ce qu'ils sont, puis là, ben, par ricochet, on devient quelque chose, on prend forme. Mais quand le regard est sur nous, on va regarder notre capacité à faire une différence dans notre vie ou dans la vie des autres. Donc, c'est par notre impact de différence. Je l'ai déjà raconté souvent, là, tu sais, quand que un bébé, là, il est super, il fait du bruit, ou il laisse tomber quelque chose, ou il tire quelque chose, puis là, pouf, le parent, il peut rire, il peut trouver ça drôle, il peut le chicaner, peu importe. Peu importe la réaction du parent, l'enfant va rire. Pourquoi? Parce qu'il a eu un impact, il a fait une différence. La personne ne s'occupait pas de lui, puis là, tout à coup, elle s'en occupe. Donc, quand on va ramasser, ah!
il se passe quelque chose. Donc, l'enfant va spontanément faire ça, mais c'est pas parce qu'on est rendu à 30, 50 ou 70 ans que ça change, là. On est content de faire une différence. Mais quand notre façon de constater qu'on existe, c'est parce qu'on fait une différence à l'extérieur de nous. Donc, c'est l'inverse de tantôt. Et concevoir, ben là, à ce moment-là, vu que notre regard est à partir de nous, ben c'est là qu'on va développer notre identité, donc notre conception de nous, notre définition de nous, c'est par là qu'on va se voir. Fait que c'est pour ça que, pour ceux qui ont déjà vécu une consultation avec moi, je demande tout le temps, dès le début, là, j'ai des questions que je pose, là, puis je sais tout de suite si la personne se conçoit à partir des autres ou si elle se conçoit à partir d'elle. Fait que c'est super intéressant, c'est super révélateur, puis j'ai pas besoin de poser des questions bien longtemps, puis c'est tout le temps les trois mêmes questions. Fait que, tu sais, Puis il y a une magie qui s'opère dans ça parce que je peux vraiment me connecter à la personne en entrant dans son monde par son regard. C'est ça la magie. C'est ça qui fait que la proximité, puis la permissivité fait que c'est sûr que quand quelqu'un, mettons, raconte sa réalité ou son drame, ben c'est sûr que ça va faire heurk, là. Puis on veut l'effacer, là, on voudrait que ça soit pas là. Mais lorsqu'on entre en empathie, ben on voudrait que ça sorte du monde de tout le monde. Fait que mon aptitude à aller rentrer dans le monde de la personne sans faire heurk, donc sans parce que dans le fond, les gens viennent me voir parce qu'ils ont vu, ils ont regardé, ils ont conçu quelque chose qui leur fait du mal. Et là, ils viennent me voir pour que j'enlève le mal. Mais c'est pas le mal qui fait mal, c'est la conception. Fait que c'est pour ça que si j'arrive pas à rentrer dans son monde et dire ce qu'ils ont conçu, là, c'est ce qu'ils avaient le plus besoin. Ce qu'ils ont conçu, là, il y a quelque chose à faire avec ça, puis la personne a décidé de se faire du mal avec ça. Ben moi, j'utilise la même chose, puis je décide qu'on se fait du bien avec ça. Mais si je tasse qu'est-ce qu'elle a créé, ben elle va repartir, puis elle va dire, ben moi, elle n'a pas réglé mon problème, c'est encore là. Donc, la transmutation, si on peut appeler ça comme ça, c'est d'arriver à sublimer l'illusion initiale, la proposition initiale, qui a été souvent une proposition de vision. Donc, la personne a vu quelque chose sans nécessairement regarder parce qu'elle n'avait pas choisi, mais la proposition s'est faite et la préapprobation a fait que ça a été accepté tel quel, sans de remise en question. Donc, moi, ma job, c'est remettre en question la proposition initiale. C'est tout ce que je fais. Là. Je crée rien. Là. J'utilise ce qui est là. Donc, quand les gens me disent « Ah, ben ça, j'ai tourné la page là-dessus, peux-tu me le ramener, s'il te plaît? Moi, j'ai du travail à faire là-dessus si je veux t'aider à sortir de ton illusion. » Fait que là, tu sais, c'est comme... Et c'est pour ça que souvent, ça va être difficile parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne avec tout le monde, mais il y en a que c'est plus facile d'utiliser la boîte pour en faire d'autres choses que de partir de rien. C'est plus rapide, autrement dit, quand je sais où ce qu'est la bébite. Fait que c'est vraiment ça qui fait que c'est cool. Alors, mon alors inévitable. Dernière étape, je te propose un incitatif d'intégration vraiment super simple. Vraiment très, très simple, mais que j'espère que tu vas t'amuser à l'utiliser, à l'essayer parce que c'est vraiment... tu sais, quand j'ai fait comment je peux arriver à amener quelque chose d'intéressant à la fin d'un épisode comme ça, je me suis dit, OK, on y va. Donc, je vais te donner trois propositions à te faire, OK? Tu choisis celle qui fait ton affaire ou tu utilises les trois, OK? On s'en fout, là, c'est vraiment, tu l'utilises comme tu le souhaites, ces trois propositions. Donc, j'ai appelé le petit incitatif d'intégration « Inverser les rôles ». Ça veut dire quoi? J'ai eu l'occasion de le tester, là, j'ai pas pondu ça out of the blue, là, j'ai eu une consultation pour le tester. Donc, si tu te proposes que tu es trop, OK? Donc, je vais t'amener à te proposer que c'est tout le monde qui sont pas assez. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Dans le même sens, si tu te proposes que tu n'es pas assez,
ben je vais te demander de te proposer que c'est tout le monde autour de toi qui sont trop. OK? Donc, ça, c'est les deux challenges premiers. Puis c'est sûr qu'on est, ben des fois, on est trop dans quelque chose, puis on n'est pas assez dans d'autres. Là. Fait que utilise-les comme ça te tente. Et la troisième, moi, je trouve que c'est celle-là qui fait le plus du bien à notre cœur. Puis, comme de fait, quand j'ai testé cet exercice-là, une cliente qui s'est mise à pleurer instantanément parce que c'est une hypothèse qu'elle avait jamais ouverte dans sa vie. Puis, ça a été vraiment un beau moment qu'on a partagé ensemble. La troisième proposition, c'est propose-toi que tu suffis, comme si tu détenais un secret que personne ne sait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta vérité, la zone où tu serais le mieux du monde, où ce que tu n'es plus jamais trop au passé, là, imagine 5 secondes là, que c'est parce que tu as le secret extraordinaire que personne n'a reçu et que tu choisis d'en vivre l'expérience. Et cet espace-là est vraiment spécial parce que au lieu de faire de ta différence quelque chose qui dérange, tu fais de ta différence quelque chose d'exceptionnel. Et ça, là, ton âme, là, elle va gober ça là, comme un gros, là. Moi, c'est gâteau au chocolat avec un gros coulis au fudge, là. OK? Donc, elle va gober ça, là, comme une méga preuve d'amour, une méga permission à la latitude, que tu as le droit d'être et de faire tout ce que tu veux. Donc, c'est un espace vraiment deep. Je te l'accorde qui n'est pas facile d'accès. Les deux autres propositions sont beaucoup plus faciles là, à accéder. Puis, tu sais, ma cliente a quand même une bonne réaction quand que j'ai fait essayer ça. Mais si tu te proposes que tu suffis, c'est sûr que tu vas avoir un émoi, OK? Si que tu te proposes que dans l'inversion, là, les deux, que peu importe laquelle des trois tu utilises, s'il y a une émotion qui monte, laisse-la aller, OK? Parce que s'il y a une émotion qui monte, c'est parce que tu as choisi d'y croire. Donc, c'est comme si tu faisais, là, tu sais, quand des paillettes, là, tu sais, tu passes ta main d'un sens, il y a un dessin, puis là, tu passes ta main d'un autre sens, puis là, toutes les paillettes virent de bord, puis tu as un autre dessin, là. Ben, c'est un petit peu ça que ça fait. Si tu te proposes une de ces trois propositions-là, puis que tu sens l'effet monter, c'est parce que là, on est en train de virer les paillettes de l'autre bord et que tu changes ton filtre et que tu choisis d'y croire. Ça veut dire que tu as douté assez pour commencer à y croire et c'est ça qui va t'émouvoir parce que tu vas sortir de la noirceur, là, peu importe. Fait que tu vas sortir de ton égarement. Fait que c'est pour ça que tu vas avoir un émoi. Si tu le retiens, tu vas rester dans ton espace précédent. Si tu le laisses couler, tu vas pouvoir accéder à ce nouvel espace-là. Fait que je t'invite vraiment à vivre cette expérience-là. C'est ce qui termine notre épisode. Donc, c'est sûr que si tu te proposes ces trois choses-là, que tu vois que ça jamme, que tu n'arrives pas à y croire malgré que tu as bien envie d'y croire, bien souvent, on a essayé de croire à ça, puis on a été déçus plus d'une fois qui a fait qu'on a cru que ça changerait pas. Donc, c'est sûr que je te dirais, l'école, c'est la place idéale parce que le but n'est pas de te convaincre, le but n'est pas de te changer. Le but est de te faire découvrir, donc de te mener à te rendre compte que tu as toujours suffi, sauf à partir du moment que tu as été convaincu du contraire. OK? Donc, l'école, là, c'est vraiment le processus qui t'amène là, là. Puis de ce que je vois de mes étudiants, là, tu sais, c'est sur 12 modules, mon programme, là, puis c'est vers le 9-10, là, que ce switch-là se fait. Donc, c'est vraiment l'espace où tu constates. Donc, tu choisis pas de croire, tu t'as pas changé, t'as pas, tu t'es pas transformé, puis il y a personne qui t'a brainwashé à ça, là. Tu arrives dans un espace où tu constates, ben, calique, j'ai toujours suffi, puis je pensais que pas, OK? Donc, c'est vraiment cet espace-là que tu vas accéder. Fait que c'est l'école qui va t'amener là d'une façon à ton rythme et le plus pédagogiquement, le plus confortablement, le plus simplement. Euh, Parce que, oui, en consultation, je peux t'aider à ça.
mais je te dirais la place la plus confortable parce que ça brasse moins fort d'un coup. En consultation, moi, pas de niaisage. OK? Regarde, tu veux qu'il se passe de quoi? Il va se passer de quoi, là? Tu sais, moi, je suis comme, tu sais, on casse un nez à l'envers pour le décasser, là. Ben, je suis un petit peu comme ça. On m'appelle souvent le gant de boxe en velours, là, parce que moi, je veux que moi, quand je m'occupe de moi, j'ai pas l'intention que ça traîne pendant, tu sais, j'ai appris ma leçon quand ça a duré 25 ans. À cette heure, je sors en une journée ou deux, là, c'est réglé, là. Puis en consultation, ben, c'est réglé en quelques heures. Fait que, tu sais, pour moi, c'est comme ça. Mais je sais que c'est pas tout le monde qui aime ça, que ça brasse vite, ou que ça brasse fort. Fait que c'est pour ça que le programme fait un processus beaucoup plus graduel puis beaucoup plus confortable. Fait que c'est vers là que je t'orienterais si tu n'arrives pas à te convaincre en faisant le test des 3 questions. Et je termine la rencontre d'aujourd'hui avec... Ah, je vais faire ça pour terminer. Donc, ça va être le mantra aujourd'hui que je te révèle dès maintenant. Puisque je sais maintenant que mes yeux sont des proposeurs, je choisis de voir plus loin et d'utiliser mon regard pour créer ce qui me fait du bien. Je répète, puisque je sais maintenant que mes yeux sont des proposeurs, je choisis de voir plus loin et d'utiliser mon regard pour créer ce qui me fait du bien, au lieu de ce qui me fait du mal, comme moi j'ai fait pendant beaucoup trop longtemps. Alors, c'est ce qui termine l'épisode d'aujourd'hui. Je te remercie beaucoup pour ton écoute. Bien qu'on ne pense pas qu'il peut y avoir autant de richesse dans la différence entre voir, regarder et concevoir, ben j'espère que pour toi, ça a mis des subtilités qui vont t'aider à vivre et à percevoir de façon plus confortable dans ton quotidien. Alors, je te remercie pour ton écoute. Je t'invite à partager, bien sûr. Et si tu as des sujets que tu aimerais que j'aborde, des différences qui, pour toi, c'est des subtilités qui fait comme, je sais même pas c'est quoi la différence entre ça, ou que tu voudrais venir parler de ta différence, je suis en train là, de faire une liste là, d'invités là, pour faire ma petite série spéciale avec des invités différents. Donc, tu vas sur richessedesdifférences.ca et il y a un petit formulaire au bas que tu peux compléter pour t'adresser à moi au sujet du podcast. Merci pour ton écoute. Merci pour ta fidélité si tu es parmi mes fidèles et je te souhaite une excellente journée. Bye bye.